une technologie déjà testée sur la traction 15H. 1954 voit l'avènement d'une nouvelle conception qui ne dissocie plus la suspension de l'amortisseur. Étudiée dans le plus grand secret, elle intrigue. C'est l'hydropneumatique. Et ici, il faut entrer dans la technique pure et chercher un point de comparaison. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz, l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture revient à son niveau. Les bosses et les petits chaos n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminés par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. Ceci pour la théorie. Mais en cette matière, comme en d'autres, on a bien le droit de préférer la poésie à l'analyse. Et il faut avouer que les termes techniques ne rendent pas compte entièrement du phénomène. Des hommes ont conçu une machine qui peut s'exprimer en plan, en équation, mais lorsqu'ils ont vissé le dernier boulon, le dispositif sorti de leurs mains commence une mystérieuse vie autonome. Il choisit son équilibre comme l'avion prend sa ligne de vol. Ce qui n'était qu'un assemblage se met à exister, à agir et à réagir selon une logique indépendante. L'objet inanimé résout de sa propre initiative les problèmes qui se posent à lui. Rien n'est arbitraire, en fin de compte, dans l'évolution technique. L'autre après-guerre réclamait du mouvement. Notre époque, au contraire, qui aspire à la détente, veut oublier qu'elle va toujours plus vite et plus loin. On disait jadis être maître de sa machine. C'est une phrase qui bientôt n'aura plus cours. Désormais, il y a deux individualités dont l'une est au service de l'autre. L'hydropneumatique n'attend plus un ordre précis pour l'exécuter passivement. Il est le seul juge de sa conduite en face de chaque incident. Les passagers ont interposé entre eux et la route l'équivalent des esclaves des anciens contes.
Cette voiture qui se hisse au-dessus des dangers du chemin et dont le cœur mécanique règle imperturbablement les conflits avec les creux et les bosses marque le dernier stade d'une évolution. De moins en moins, l'homme se déplacera. Il sera déplacé par des machines qu'il aura créées, mais qui, une fois nés, se passeront de lui. On n'arrête pas le progrès, disaient nos grands-pères. Le jour viendra sans doute où les automobiles se suffiront parfaitement à elles-mêmes. Ce jour-là, la boucle sera bouclée. Nous nous sommes efforcés aussi d'expliquer au public ce qu'était l'innovation essentielle de la DS-19, à savoir l'hydropneumatique. Et nous avons choisi de le faire avec les symboles de l'air et de l'eau, puisqu'en fait ça correspondait à la réalité, puisque l'hydropneumatique consiste, par l'intermédiaire d'une liaison hydraulique, à faire réagir des sphères remplies de gaz. En 1955, Citroën va donc mettre sur le marché un véritable laboratoire roulant, renouvelant totalement le concept même de la conduite d'une voiture. Un pari économiquement osé, peut-être le plus fou de toute l'histoire de l'automobile. Et si la DS va rencontrer le succès espéré, les ingénieurs de Citroën ne se reposeront jamais sur leur laurier, cherchant toujours à améliorer une auto ayant déjà 20 ans d'avance. Ainsi, lorsqu'il s'agira de redonner un coup de jeune à la DS par un savant lifting, on développera encore une nouvelle idée, les phares tournant avec les roues, éclairant ainsi non pas le vide comme sur n'importe quelle autre voiture, mais l'intérieur du virage dans lequel la DS va plonger. Mais n'anticipons pas et revenons en 1955, date à laquelle l'une des autos les plus importantes du siècle va être présentée. Aux milliers de visiteurs de la Grande Nef s'offre la Citroën DS-19 qui représente l'abandon d'une tradition de 20 ans. Un accueil extraordinaire. Les commentateurs ont dit que c'était la bombe du salon. En fait, c'était plus que ça. Les gens ont été frappés par le caractère absolument innovant dans tous les domaines. Pas seulement technique, mais la forme, le style, le moindre détail, les roues qui étaient fixées par un seul boulon, les trompettes de clignotants qui étaient en haut de la voiture, à l'arrière, enfin le volant monobranche, et puis aussi et surtout la suspension hydropneumatique qui permettait de régir toutes les fonctions essentielles de l'automobile. Dire que la DS a fait l'effet d'une bombe lorsqu'elle a été présentée au salon d'octobre 1955 n'est pas un moindre mot. Il faut la comparer à ce qu'il y avait dans la production contemporaine. Peugeot produisait encore des 203, venait de lancer la 403, toutes les deux d'excellentes voitures mais de conception très classique. Et chez Renault, bon, on était encore dans les frégates qui n'étaient pas vraiment une voiture révolutionnaire. Donc au milieu de tout ce monde-là, la DS, avec ses innovations technologiques et son camailleux de couleurs tout à fait original, faisait vraiment l'effet d'une révolution très inattendue. Inattendue dans un sens parce qu'en fait on l'attendait depuis longtemps. En effet, les journalistes de l'Autojournal ont pris parti de percer les secrets des constructeurs. C'est ainsi qu'ils essaieront de dévoiler toutes les innovations de la DS bien avant son lancement, créant ainsi l'affaire de l'Autojournal. On a commencé à parler de la nouvelle DS qui est sortie en 1955. À partir de 1952, grâce à des renseignements que nous obtenions directement au bureau d'études de Citroën, un dessinateur qui nous a fourni des plans pratiquement exacts, surtout du moteur 6 cylindres qui n'est jamais sorti, et de la carrosserie. Citroën tenait beaucoup au secret parce qu'il avait encore la traction en production, et en plus, la DS était tellement nouvelle qu'il voulait un effet de surprise total, qu'il a eu partiellement d'ailleurs, mais enfin, les lecteurs de l'Autojournal étaient quand même au courant. Nous avons sorti un numéro très important qui attirait plus d'1 million d'exemplaires. La rotative a tourné 15 jours et ça a été unique parce qu'après nous n'avons jamais pu atteindre ce chiffre. Citroën a porté plainte et j'ai eu une perquisition chez moi au petit matin, ce qui est très agréable. Et ensuite, les procès ont duré pendant 10 ans, 15 ans, d'appel en appel, jusqu'à un non-lieu. La carrière de la DS-19 est lancée.
Le climat passionné qui entoure l'événement est entretenu par les éloges de la presse mondiale qui encensent notamment sa fabuleuse tenue de route et son freinage exceptionnel. Pourtant, la DS souffre de problèmes de mise au point et les premiers utilisateurs vont en faire les frais. Les répercussions sur les ventes des problèmes qu'a subi la DS au moment de sa sortie ont été un peu comparables à ce qu'ils avaient été pour la traction avant. C'était également le cas pour la DS, qui était encore plus innovante dans ses solutions, dans les solutions qu'elle mettait en œuvre. Et il y a eu quelques déboires, notamment du côté de l'hydropneumatique, des joints qui ne tenaient pas, etc. Incidemment, la DS révolutionne en effet aussi la manière de produire des automobiles. Et les chaînes de montage sont parfois confrontées à une technologie méconnue. 25 000 acheteurs les attendent, séduits par les innombrables perfectionnements dont elles bénéficient, et en particulier par ce toit en plastique dont nous allons voir quelques étapes de fabrication. Le toit plastique en polyester stratifié et renforcé de la DS-19 et de l'ID-19 est le premier exemple d'application des matières plastiques dans la carrosserie automobile de grande série.